Le 19 août 1941, les chars allemands se tenaient en 3 lignes, 150 machines, blindages, canons, mitrailleuses, un mur impénétrable de métal. Et 1 heure plus tard, il restait moins de la moitié de cette division. Elle n'a pas été détruite par des chars, ni par l'aviation, ni par l'artillerie. Elle a été détruite par des hommes à cheval avec des sabres. Cela semble fou. Je vais maintenant raconter comment cela s'est vraiment passé. Prusse orientale. Quartier général du groupe d'armées, centre, matin. La chaleur déjà à 7 heures. Dans l'abri du quartier général, ça sentait le tabac, le café et la sueur. Des cartes sur les tables, des téléphones, des postes de radio. Les officiers du renseignement rapportaient la situation. Front stable. Les Russes battent en retraite. Perte minimale. Tout se déroulait selon le plan Barbarossa. Le capitaine Werner est entré avec un autre rapport, maigre, avec des lunettes, de ceux qui ne voyaient la guerre que sur des cartes. Il s'est mis au garde-à-vous à rapporter, dans la région de Krasny Yar, un mouvement de troupes soviétiques a été remarqué. Une grande colonne se dirige vers les positions de la 37e division blindée. Le général Richter, chef d'état-major, n'a même pas levé la tête de la carte. « Quelle force !» demanda-t-il. Werner a regardé dans le document. Selon les estimations des observateurs, un régiment de cavalerie, environ 800 cavaliers. Un silence s'est installé dans l'abri, puis quelqu'un a ricané, puis tous ont ri. Richter a secoué la tête et a souri. « La cavalerie !» répéta-t-il, contre des chars. « Eh bien, messieurs, il semble que les Russes aient complètement perdu la raison. Le major Krebs, un homme corpulent, au visage rouge, a essuyé ses larmes. Pense-t-il que c'est encore l'année 17 ? Des sabres contre des blindés. C'est du suicide. Le général Richter a pris le combiné téléphonique, a contacté le commandant de la 37e division. Friedrich, tu vas avoir des invités. La cavalerie. Oui, je suis sérieux. 800 Cosaques à cheval, laisse-les s'approcher, que tes garçons s'amusent un peu. Mais ne gaspille pas trop d'obus, ça ne vaut pas la dépense de munitions. Les mitrailleuses, elles suffiront amplement. Stumpf, à l'autre bout du fil, a également ri. Compris, Air Général, nous leur organiserons une démonstration. Richter a raccroché, a écarté les bras. Messieurs, il semble qu'à midi nous recevrons un rapport sur la défaite d'un autre régiment de cavalerie. Inscrivez ceci dans le rapport. Pertes ennemies, 800 hommes, 800 chevaux. Nos pertes. Quelques kilogrammes de bandes de mitrailleuses. Mais le général Richter se trompait. Il se trompait autant qu'on pouvait se tromper à la guerre. Car ce régiment de cavalerie n'était pas simplement 800 hommes à cheval. C'était 800 hommes qui savaient qu'ils allaient à la mort et y allaient quand même. Parce que derrière eux était la patrie, et devant eux l'ennemi. Et entre eux, il n'y avait plus rien, ni peur, ni doute. Seulement la fureur et la volonté de vaincre. Ce régiment était commandé par un homme nommé Pavel Nikolaïevitch Krylov, colonel de 42 ans, cosaque du Don, participant de la guerre civile, participant des combats à Khalkhingol, 4 blessures, 3 commotions, 2 ordres du drapeau rouge. Le visage balafré de cicatrices, le bras gauche se pliait mal après un coup de sabre, les yeux gris, froids, comme de la glace. Comme lui, il en restait peu dans l'armée rouge. La vieille garde. Ceux qui avaient combattu encore sous le tsar, puis pour les rouges, puis en Espagne, puis en Mongolie. Krylov ne croyait pas aux chars. Il disait qu'un char, c'est du fer. Et le fer se brise, mais l'homme, s'il a de la volonté, ne se brise jamais. Son régiment était appelé un anachronisme, un vestige, une pièce de musée. Le commandement voulait le dissoudre, transférer tout le monde dans l'infanterie ou dans des unités mécanisées. Mais la guerre a commencé et le régiment de Krylov s'est retrouvé là où les autres unités n'avaient pas eu le temps de se déployer. Et maintenant, il marchait sur des chars, parce qu'il n'y avait nulle part où reculer. Et rester sur place signifiait mourir sous les bombes et les obus. Krylov a choisi la 3e voie, l'attaque, une attaque suicidaire, folle, impossible. Mais il savait une chose que les Allemands, dans leur quartier général, ne savaient pas. Ils connaissaient le terrain. Ils savaient qu'entre sa position et les chars allemands, il y avait un ravin, profond, couvert de buissons. Les Allemands le voyaient sur les cartes, mais le considéraient impraticable pour la cavalerie. Et Krylov savait qu'il y avait un sentier. Étroit, dangereux, mais il existait. Et si on faisait passer le régiment par là,
on pouvait sortir à l'arrière des chars allemands, là où ils ne s'y attendent pas, là où le blindage n'aide pas, parce qu'un char est fort de face, mais sur le côté et à l'arrière, il est vulnérable, surtout si on ne frappe pas le blindage, mais l'infanterie, qui est toujours à proximité. Et sans infanterie, un char est aveugle et impuissant. Voilà tout le plan, simple comme un coup de poing. Passer là où c'est impossible, frapper là où on ne s'y attend pas, mourir. Mais accomplir la tâche, retarder les Allemands, au moins un jour, au moins une heure, donner le temps aux forces principales de se retirer, sauver des milliers de vies au prix de 800. Au quartier général allemand, on continuait à rire, et à quelques kilomètres d'eux, le colonel Krylov passait en revue ses combattants, parlait à chaque escadron. Brièvement, militairement. Frères, aujourd'hui, ce sera chaud. Les Allemands sont nombreux, nous sommes peu. Mais nous sommes des Cosaques, et un Cosaque à l'attaque vaut 10 hommes. Nous irons là où on ne nous attend pas. Nous frapperons vite, nous frapperons fort. Souvenez-vous, un char sans infanterie, c'est juste un cercueil de fer. Vous connaissez votre tâche, vous connaissez ma tâche. Des questions? Il n'y avait pas de questions. Il n'y avait que des chevaux, des sabres, et 800 paires d'yeux dans lesquels brûlait le feu. Les Allemands pensaient que c'était des suicidaires, mais c'était des guerriers. Les derniers guerriers de la vieille école, ceux pour qui l'honneur est plus cher que la vie. Et ils allaient à leur dernier combat, le plus terrible. Pavel Nikolaïevitch Krylov est né en 1899, Stanitsa Veshinskaya, région du Don. Père Nikolaï Stepanovitch, ataman de la communauté cosaque de la Stanitsa. Mère Pelageya Ivanovna, d'une ancienne famille cosaque. 3 frères, 2 sœurs, tous plus jeunes. Pavel l'aîné, sur lui repose tout l'espoir. On l'éduquait à la cosaque durement, sans indulgence. À 5 ans, on l'a mis sur un cheval, à 7 ans, on lui a donné un sabre en bois, à 10 ans, un vrai. À 12 ans, il galopait déjà si bien que les vieux hochaient sa tête. Il disait que le garçon était né en selle. Le père était fier. La mère se signait, craignant que son fils ne se brise le cou. Mais Pavel ne se brisait pas. Il apprenait chaque jour, chaque heure. Le cheval n'était pas seulement un animal. Le cheval était un frère, un ami, une arme. Sans cheval, un cosaque n'est pas un cosaque. À 14 ans, Pavel fut envoyé à l'école militaire cosaque de Novotcherkassk. Là, on enseignait non seulement à galoper et à sabrer, mais aussi à penser. Tactique, stratégie, histoire des guerres. Pavel n'était pas un élève modèle en lettres, mais en affaires militaires. Il surpassait tous les autres. Le professeur d'escrime, un vieux colonel avec la croix de Saint-Georges, lui dit un jour « Krylov, tu as la main rapide, l'œil sûr, mais surtout le cœur ardent. De toi sortira soit un héros, soit un mort. Le plus souvent, c'est la même chose. » 1914, guerre allemande. Pavel a 15 ans, mais il s'est ajouté 2 ans. Il s'est enfui au front comme volontaire. Il a rejoint le régiment cosaque du Don. Il s'est battu en Galicie, dans les Carpates. Premier combat près de Lvov. Attaque contre les tranchées autrichiennes, Pavel galopait en tête. Sabre à la main, cri dans la gorge, une balle a traversé son épaule, il ne l'a pas remarqué. Il a sabré jusqu'à ce qu'il tombe de perte de sang. Il s'est réveillé à l'hôpital, a appris que le régiment avait pris les positions. Il a reçu la croix de Saint-Georges, de 4e degré. Le commandant du régiment lui a personnellement épinglé la décoration. Il a dit « Bravo, petit cosaque, que Dieu te garde ». L'année 17 a tout bouleversé. Révolution, dissolution de l'armée, guerre civile. Pavel est retourné dans sa stanitsa. Le père tué par les Rouges, la mère avec les enfants a fui chez des parents au Kouban. Les frères se sont dispersés, chacun de son côté. La stanitsa s'est divisée. Les uns pour les Rouges, les autres pour les Blancs. Pavel a choisi les Blancs. Pas par conviction, mais par le sang. Le père a été tué par les Rouges. Donc sa place est avec ceux qui sont contre les Rouges. Il s'est battu dans l'armée de Denikin, puis dans l'armée de Wrangel. Il a commandé une sotnia, puis un escadron. Crimée. Dernier combat, évacuation. Pavel n'a pas embarqué, il est resté. Il a décidé qu'il en avait assez de fuir. Il a été fait prisonnier, attendait l'exécution. Mais il a été reconnu par un commissaire qui avait combattu avec lui en 14 sur le front allemand. Il a pris sa défense. Il a dit que Krylov, bien que blanc, n'était pas un bourreau. Il n'a pas touché aux civils, il s'est battu honnêtement. On lui a proposé un choix, l'exécution ou le service dans l'armée rouge. Pavel a choisi le service non par idéologie,
mais par désir de vivre. Et aussi parce que la guerre était la seule chose qu'il savait faire. Sans cheval, sans selle, sans sabre, il n'était personne, mais avec eux, il était un guerrier, et peu importe sous quel drapeau. On l'a envoyé en recyclage, puis dans une brigade de cavalerie. Là, il s'est retrouvé. À nouveau la selle, à nouveau le sabre, à nouveau les attaques. Seulement maintenant, les ennemis étaient différents. 1929. Conflit sur le CR. Pavel est déjà commandant d'escadron, il combat contre les Chinois. Raid dans les arrières, capture de gare, libération de prisonniers. Blessé à la jambe, n'a pas quitté les rangs. Ordre du drapeau rouge, le premier sous le pouvoir soviétique. Puis l'Espagne 37. Volontaire, instructeur auprès de la cavalerie républicaine. Là, il a été à nouveau blessé par un éclat d'obus au côté. Il était allongé à l'hôpital de Madrid, écoutant l'artillerie gronder. Il pensait qu'il ne combattrait plus. Il se trompait. 1939. Khalkhin-Gol, Mongolie, steppe, japonais. Pavel commande un régiment de cavalerie. Raid dans les arrières, reconnaissance en combat, couverture des flancs. L'infanterie japonaise forte, têtue, ne recule pas mais n'a pas tenu face à la charge cosaque. Pavel a reçu le 2e ordre du drapeau rouge et le grade de colonel. Il a 40 ans, il est couvert de cicatrices, le bras gauche fonctionne mal, mais il est toujours en selle et toujours prêt à attaquer. L'année 41 a commencé pour lui dans un camp d'entraînement près de Kiev. Le régiment était réorganisé, préparé pour une grande guerre. Tous savaient qu'elle serait bientôt, mais personne ne savait quand et comment. Pavel entraînait ses Cosaques à l'ancienne. Attaque, attaque, attaque. Le commandement fronçait les sourcils. On disait que la cavalerie, c'était le siècle dernier, que contre les chars et l'aviation, les chevaux étaient inutiles. Pavel ne discutait pas. Il faisait simplement son travail. Il enseignait aux gens à combattre. Et comment combattre, la guerre le déciderait. Le 22 juin, il l'a rencontré en selle. Le régiment se déplaçait vers l'ouest à la rencontre des Allemands. Ils allaient vite, sans arrêt. Poussière, chaleur, rugissement des avions dans le ciel, des avions allemands. Et donc, ils bombardaient les routes, les colonnes, les villes. Pavel voyait comment les villages brûlaient, comment les gens fuyaient, comment les enfants pleuraient. Il voyait les morts, les blessés. Il voyait le chaos et la panique, et il comprenait que ce n'était que le début. Son régiment n'a pas été bombardé, ils ont eu de la chance. Ils passaient par les forêts, par des chemins de contournement. Fin juin, ils sont arrivés dans la région de Krasny-Yar. Petit village, collines, ravins, champs, endroit idéal pour la défense ou pour l'attaque. Pavel a étudié le terrain, a trouvé ce fameux sentier dans le ravin, étroit, dangereux mais praticable, et a compris que c'était sa chance. La seule chance de frapper les Allemands de sorte qu'ils s'en souviennent. Le commandement a donné l'ordre de retarder l'ennemi à tout prix. Pavel savait ce que cela signifiait. À tout prix, cela signifie que tous mourront, mais la tâche sera accomplie. Il a réuni les officiers, a dit tout comme c'était. « Frères, l'ordre est simple, nous mourrons, mais nous ne reculerons pas. » Des questions ? Il n'y avait pas de questions. Tous comprenaient, ce n'est pas un exercice, c'est la guerre. Vraie, cruelle, mortelle. Et chacun d'eux avait prêté serment de défendre la patrie jusqu'au dernier souffle. Le moment était venu de tenir parole. La 37e division blindée de la Wehrmacht avait un passé glorieux, formée en 1939. A participé à la campagne de Pologne, a traversé la France, est arrivé jusqu'à la Manche. On l'appelait le marteau du groupe d'armée centre. 150 chars, un régiment d'artillerie, 2 bataillons d'infanterie motorisés, un bataillon du génie, un bataillon de reconnaissance. Effectif complet, excellent équipement, équipages expérimentés. En 2 ans de guerre, la division n'avait connu aucune défaite. La division était commandée par le général-major Friedrich Stumpf, 48 ans, militaire de carrière, participant de la Première Guerre mondiale. À l'époque, il était lieutenant d'infanterie, s'est battu en France, a reçu la Croix de Fer. Après la guerre, il est resté dans la Reichswehr, a gravi les échelons jusqu'à major. Quand Hitler a commencé le réarmement, Stumpf est passé dans les forces blindées, a appris rapidement, a fait carrière avec succès. Au début de la nouvelle guerre, déjà général-major, commandant de division, Stumpf était un professionnel, pas un fanatique, pas un idéologue, juste un militaire. Il aimait sa division, prenait soin des hommes, exigeait la discipline. Ses officiers le respectaient.
les soldats ne le craignaient pas. Il faisait partie de ces commandants qui mènent non par des cris, mais par l'exemple. En Pologne, sa division a pris 3 Wals, a vaincu 2 divisions polonaises, en France, a percé la ligne Maginot, est arrivé jusqu'à Paris. Perte minimale, efficacité maximale. Le 22 juin 1941, la division de Stumpf a franchi le Boug et est entrée sur le territoire de l'URSS. Les premiers jours ont été faciles, les troupes soviétiques battaient en retraite, la résistance était faible, désorganisée. Les chars de Stumpf avançaient de 50 à 60 km par jour. Prenaient ville après ville, village après village. Il semblait que la guerre se terminerait dans 1 mois, 2 au maximum. Mais ensuite quelque chose a changé. La résistance s'est intensifiée. Les unités soviétiques ont commencé à contre-attaquer. Pas toujours avec succès, souvent de manière suicidaire, mais obstinément. Stumpf perdait des chars. Peu, mais il en perdait. 5 machines ici, 3 là, détruites, cassées, enlisées. Les réparateurs travaillaient 24 heures sur 24. Mais la technique s'usait, et il n'y avait pas de renfort. À la mi-août, la division se tenait dans la région de Krasny Yar. L'ordre était simple, tenir les positions, ne pas laisser les troupes soviétiques percer vers l'ouest. Stumpf a déployé la division selon toutes les règles. 3 bataillons de chars en 3 lignes. La première ligne, ce sont les chars légers et la reconnaissance. La deuxième ligne, les chars moyens, la principale force de frappe. La troisième ligne, les chars lourds et le commandement. Entre les lignes, l'infanterie, l'artillerie, les canons anti-chars, des champs de mines de vent, des barbelés, des tranchées. Défense classique, impénétrable. Ou du moins cela semblait-il. Stumpf a étudié la carte. Devant un champ, derrière le champ un ravin. Le ravin profond, envahi, impraticable. Donc l'attaque viendra à travers le champ et le champ est complètement battu par les tirs. Toute force attaquante tombera sous le feu de toutes les armes à la fois. L'infanterie n'arrivera pas. Les chars seront détruits. L'artillerie sera repérée et anéantie. Stumpf était satisfait. Position idéale. Le 18 août, la reconnaissance a rapporté un mouvement de troupes soviétiques. Stumpf attendait une brigade de chars ou une division de fusiliers, mais le rapport était étrange. Cavalerie. Un grand régiment de cavalerie, environ 800 cavaliers. Stumpf d'abord n'a pas cru, a redemandé. Les éclaireurs ont confirmé « Cavalerie, Herr Général », des hommes à cheval avec des sabres, comme au siècle dernier. Stumpf a réfléchi. La cavalerie contre des chars, c'était absurde, ridicule, suicidaire. Mais les Russes avançaient. Donc soit ils avaient complètement désespéré, soit ils savaient quelque chose qu'ils ne savaient pas. Stumpf n'était pas un imbécile. Il comprenait que sous-estimer l'ennemi était pire que n'importe quelle défaite. Il a ordonné de renforcer la reconnaissance, d'établir des postes supplémentaires, de préparer l'artillerie. Que ce soit de la cavalerie, qu'il soit à cheval, mais c'est l'ennemi. Et avec l'ennemi, on ne plaisante pas. Mais ses officiers pensaient autrement. Ils riaient. Le major Kraus, commandant du 2e bataillon de chars, un homme corpulent au visage rouge, a dit « Herr Général, c'est une fête. Nous allons leur organiser un tir d'entraînement. Nos mitrailleurs n'ont pas pratiqué sur des cibles mobiles depuis longtemps. » Le capitaine Weber, commandant du régiment d'artillerie, a ajouté « Les chevaux sont gros, difficile de les manquer. Je pense qu'une seule salve suffira. » Stumpf ne riait pas. Il regardait la carte, le ravin, le champ, et quelque chose le tracassait, un détail qu'il ne pouvait pas saisir. Mais l'ordre du commandement était clair, tenir les positions. Et la cavalerie, ce n'est pas une menace, c'est juste une cible. Il a ordonné de se préparer au combat, a permis aux mitrailleurs de tirer pour tuer. Il a ordonné à l'artillerie d'attendre, d'économiser les obus pour de vraies cibles. Le 19 août à l'aube, le brouillard rampe sur le champ. Visibilité mauvaise, 50 mètres, pas plus. Stumpf se tient au poste de commandement, regarde aux jumelles. Il ne voit rien, juste un voile gris, de l'herbe, des silhouettes de chars. Il attend. Ses tankistes attendent. Les fantassins dans les tranchées fument, plaisantent. Personne n'est nerveux. Tous sont sûrs de la victoire. Chars contre chevaux, canons contre sabres. 20e siècle contre 10e. L'issue est évidente, mais Stumpf était quand même inquiet. Il avait un mauvais pressentiment. Il ne croyait pas au présage, à l'intuition. Il croyait aux faits, à la tactique, à la technique.
Mais quelque chose à l'intérieur chuchotait « Attention, sois vigilant, ne te détends pas ». Et il écoutait ce murmure, parce qu'après 25 ans de service, il avait appris une chose. Quand l'intuition dit « cours », il faut courir. Quand elle dit « tire », il faut tirer. Quand elle dit « attention », il faut être prêt au pire. Et le pire approchait sous le couvert du brouillard, par un sentier étroit chez l'ennemi, là où il n'était pas attendu 800 cavaliers, 800 chevaux, 800 sabres et un colonel qui savait ce qu'il faisait, même si cela lui coûtait la vie, le 5e matin. C'est ainsi que les Cosaques appelaient ce moment de la journée, quand la nuit est déjà finie, mais que le jour n'a pas encore commencé. Quand tout se fige dans la tente, quand l'air est épais, humide, sans l'herbe et la terre, quand le brouillard rampe dans les ravins, cache l'horizon. Le meilleur moment, pour une attaque ou pour la mort. Le colonel Krylov n'avait pas dormi de la nuit. Parcourait les escadrons, vérifiait les chevaux, parlait aux hommes. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient la tension. Il savait que le matin, beaucoup d'entre eux ne verraient pas le coucher du soleil. Il savait que lui-même, très probablement, ne reviendrait pas. Mais cela ne l'arrêtait pas. C'était son travail, son devoir, son choix. Les Cosaques se préparaient en silence. Chacun vérifiait son équipement pour la 100e fois. Selle, sangle, bride. Sabres aiguisés, fusils graissés, grenades à la ceinture. Cartouches comptées, gourdes pleines, blagues à tabac dans la poche. Lettres à la femme cachée dans la botte au cas où il trouverait le corps. Les chevaux aussi sentaient. Ils étaient inquiets, piétinés, soufflaient. Les Cosaques expérimentés savaient que le cheval sent toujours le malheur. Si le cheval est nerveux, cela signifie qu'il y a quelque chose de mauvais devant. Mais ils calmaient leurs compagnons, caressaient leur encolure, chuchotaient quelque chose. « Calme, petit frère, calme, tout sera bientôt fini. Soit nous, soit eux. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble. » Krylov rassembla les commandants d'escadron, 5 hommes. Les Saoul Gromov, 45 ans, vieux cosaque, avait combattu pendant la guerre civile. Le sotnik Makarov, 32 ans parmi les jeunes, mais compétent. Le sous-lieutenant Zaïtsev, encore plus jeune, 28 ans, mais courageux jusqu'à l'imprudence. Le Karunji Belov, calme, intelligent, de ceux qui pensent avant de frapper. Et le sous-lieutenant Junior Sokolov, 24 ans, récemment sorti de l'école, premier vrai combat. Krylov déploya la carte par terre, montra du doigt. Voici le ravin, voici le sentier, voici les chars allemands. Écoutez attentivement, je ne répéterai pas. Premier escadron. Gromov, tu vas par le sentier en premier, tu sors à l'arrière des Allemands, tu frappes l'infanterie. Sans pitié, sans merci. Deuxième escadron Makarov derrière Gromov. Ta tâche est l'artillerie. Capturer ou détruire. Troisième escadron, Zaïtsev, réserve. Tu attends mon signal. Quatrième escadron, Belov, protection des flancs. Surveille que les Allemands ne nous contournent pas. Cinquième escadron, Sokolov. Avec moi, nous frapperons les chars. Gromov s'éclaircit la gorge. Camarade colonel, comment frapper les chars? Le sabre ne transperce pas. Krylov sourit. Nous ne frapperons pas les chars. Nous frapperons ceux qui sont dans les chars et à côté d'eux. Grenades, bouteilles incendiaires, dans les fentes de vision, sous les chenilles. Un char sans infanterie est aveugle. Sans carburant, mort. Sans équipage, cercueil de fer. Votre tâche est d'en faire des cercueils. Makarov demanda « Et si ça ne marche pas, s'ils nous tirent dessus à l'approche ?» Krylov le regarda. « Ça marchera, parce qu'il n'y a pas d'autre option. Nous percerons, nous frapperons, nous accomplirons la mission où nous mourrons. Il n'y a pas de troisième option. Compris. Compris, camarade colonel. » Krylov plia la carte, se leva, regarda les officiers. « Frères, je ne vous trompe pas. Aujourd'hui, il y aura du sang. Aujourd'hui, ce sera l'enfer. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas, mais nous avons choisi cette voie. Nous avons prêté serment. Nous sommes des Cosaques, et un Cosaque ne recule pas. Un Cosaque ne se rend pas. Un Cosaque va de l'avant jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte de sang. Pour la patrie, pour le peuple, pour ceux qui sont restés derrière. Des questions? Il n'y avait pas de questions. Les officiers te levèrent, saluèrent. Aux ordres, camarade colonel. Krylov hocha la tête. Par escadron, prêt dans 20 minutes. Les officiers se dispersèrent.
Krylov resta seul, alluma une cigarette, les mains ne tremblaient même pas, n'avaient jamais tremblé, même dans les combats les plus terribles. Il regardait le brouillard, le ciel gris, pensait à sa femme, aux enfants, à la maison. La maison était loin, à Rostov. Sa femme travaillait comme enseignante, les enfants étudiaient à l'école, le fils Nikolai, 11 ans, la fille Maria, 8 ans. Ils ne savaient dire ça pas que leur père allait mourir aujourd'hui, ne savaient pas qu'ils ne le reverraient plus jamais. Peut-être que c'est mieux ainsi. Pourquoi devraient-ils savoir qu'ils vivent, qu'ils croient qu'il reviendra? Krylov finit sa cigarette, jeta le mégot, l'écrasa, alla vers son cheval. Étalon B, surnom. Tonnerre. 15 ans ensemble. Avaient traversé l'Espagne, la Mongolie, maintenant la guerre germanique. Krylov caressa le museau du cheval. Alors quoi, vieux, on galope une dernière fois? Le cheval souffla comme s'il avait compris. Krylov monta en selle. Sabre au côté, nagon à la ceinture, fusil dans le dos. 3 grenades dans le sac, cela suffira. Il fit le tour du régiment lentement, sans se presser, regardait les visages. Jeunes, vieux, fatigués, déterminés, cosaques, sibériens, ukrainiens, russes, tous différents. Mais maintenant, tous unis, tous frères, tous guerriers, tous prêts à mourir. Il s'arrêta devant la formation, leva la main. Le silence s'installa. Seuls les chevaux soufflaient, seul le vent bruissait dans l'herbe. Krylov parla doucement, mais de façon à ce que chacun entende. « Frères cosaques, aujourd'hui nous allons à l'attaque, nous allons contre l'ennemi. L'ennemi est au fort, cruel. Il a des chars, des canons, des avions. Nous avons des chevaux, des sabres, des grenades. Il semblerait que ce soit un combat inégal, mais nous sommes des cosaques. Et un cosaque ne craint pas la mort. Un cosaque craint le déshonneur. Reculer devant l'ennemi, c'est le déshonneur. Se rendre prisonnier, c'est le déshonneur. Et mourir au combat, c'est l'honneur, c'est la gloire, c'est la mémoire pour les siècles. Nous irons là où on ne nous attend pas. Nous frapperons de telle sorte que les Allemands s'en souviendront. Nous leur montrerons ce qu'est l'esprit russe, ce qu'est la charge cosaque, ce qu'est la fureur et la volonté de vaincre. Nous mourrons. Oui, nous mourrons, mais nous ne mourrons pas simplement. Nous mourrons en accomplissant notre devoir. Nous mourrons en défendant la patrie. Et nos enfants seront fiers de nous. Et nos petits-enfants se souviendront. En avant, frères, pour la patrie, pour Staline. Hourra, 800 gorges répondirent, hourra, simultanément, puissamment, comme le tonnerre. Et le régiment s'ébranla, lentement, silencieusement, secrètement par le sentier chez l'ennemi, là où ils n'étaient bien pas attendus, là où leur destin se décidait. Le brouillard ne s'était pas encore dissipé. C'était bien. Krylov menait les escadrons sur le sentier avec prudence, sans bruit. Il ordonna d'envelopper les sabots de chiffon pour qu'ils ne claquent pas sur les pierres. Il ordonna de ne pas parler, ni fumer, ni faire de bruit. Le cheval sans le cavalier sans le cheval, et tous deux sentent l'ennemi. Le sentier était étroit, par endroits à peine praticable. Krylov chevauchait en premier, vérifiait chaque tournant, derrière lui Gromov avec le premier escadron, 160 cavaliers, puis Makarov avec le deuxième, puis les autres. 800 hommes, 800 chevaux, une longue colonne étirée sur 1 kilomètre, vulnérable si elle était découverte. Mais tant que le brouillard tenait, les Allemands n'entendaient rien. Ils attendaient une attaque à travers le champ. Leurs chars étaient pieds déployés face à l'ouest. Les canons regardaient tard devant. L'infanterie était assise dans les tranchées, se réchauffait près des feux, buvait du café. Certains dormaient. La guerre durait depuis 2 mois. Tous étaient hâte de fatiguer. Et la cavalerie russe semblait une plaisanterie. Des chevaux contre des chars, c'est ridicule. Stumpf attendait aussi. Il se tenait au poste d'observation, regardait aux jumelles. Le brouillard gênait, rien n'était visible, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Trop calme, trop tranquille. Il ordonna de renforcer les patrouilles, de vérifier les flancs, de contacter tous les postes. Les rapports arrivaient identiques. Tout est calme. L'adversaire n'est pas détecté. Mais Krylov était déjà chez l'ennemi, avait déjà parcouru la moitié du chemin, voyait déjà comment devant le brouillard s'éclaircissait. Encore un peu, et il sortirait directement à l'arrière des positions allemandes.
là où les chars leur tournent le dos, là où l'infanterie ne s'attend pas, là où une seconde décide de tout. Il leva la main, la colonne s'arrêta. Krylov descendit de cheval, rampa jusqu'au bord du ravin, regarda. Devant 200 mètres de champ, puis les tranchées allemandes, puis les chars. Beaucoup de chars, plus qu'il ne pensait, 100, peut-être 150, tous déployés dans l'autre direction. L'infanterie à côté, l'artillerie derrière les chars. Cible idéale. Krylov revint, commanda doucement. Gromov, Makarov, à moi. Les officiers s'approchèrent. Krylov montra. Vous voyez, voici les tranchées, voici les chars, voici l'artillerie. Gromov, ton escadron frappe les tranchées, sans bruit tant que possible au sabre. Makarov, tu es derrière lui. Cible l'artillerie. Capturez les canons, les retournez, tirez sur les chars. Je vous donne 5 minutes, puis je lève les autres. Gromov hocha la tête. Compris, camarade colonel. Makarov aussi. Aux ordres. Krylov regarda sa montre. Maintenant, on commence. Synchronisé. Les officiers vérifièrent leur montre, se dispersèrent. Krylov attendait, regardait l'aiguille des minutes. Elle rampait lentement, insupportablement lentement. Chaque seconde comme une heure. Le cœur bat régulièrement, les mains calmes, les pensées claires. Tout selon le plan. Pour l'instant, tout selon le plan. Krylov leva la main, l'abaissa. Gromov donna le signal. Le premier escadron sortit du ravin, silencieusement, rapidement, comme des ombres. 160 cavaliers, sabres prêts. Personne ne criait, seulement le claquement des sabots. Les Allemands n'entendaient pas, le brouillard cachait. La première sentinelle allemande les vit quand c'était déjà trop tard. Se retourna, ouvrit la bouche. Voulut crier. N'eut pas le temps. Le sabre de Gromov lui trancha la tête. Le sang jaillit en fontaine. Le corps tomba. L'attaque commença. Les Cosaques se précipitèrent dans les tranchées, tranchaient, taillaient, poignardaient. Les Allemands ne reprirent leurs esprits pas tout de suite. Certains saisirent leurs fusils, d'autres coururent, d'autres se figèrent sous le choc. Les sabres travaillaient vite. Un coup, encore un coup. Les Allemands tombaient, criaient, tiraient. Mais c'était trop tard. Les Cosaques étaient sautés pauvres déjà parmi eux. Makarov avec le deuxième escadron passa à côté des tranchées. Cible, l'artillerie. Les artilleurs allemands entendirent les tirs, coururent alors vers les canons. Mais les Cosaques choisis furent plus rapides, se jetèrent sur la batterie, détaillèrent tout le monde, capturèrent 6 canons, les retournèrent, commencèrent à tirer sur les chars à bout portant à une distance de 300 mètres. Le premier obus toucha un char. Explosion. Flamme. Fumée noire. Deuxième obus. Encore une explosion. Les tankistes allemands reprirent leurs esprits, démarrèrent les moteurs, commencèrent à se retourner, mais retourner un char n'est pas instantané. Il faut du temps, et il n'y avait pas de temps. Krylov leva les autres escadrons, donna le signal à la trompette, long, fort. Hourra! 800 gorges répondirent. Hourra! Le régiment jaillit du ravin en charge, comme dans les temps anciens, comme les grands-pères se combattaient, comme les arrière-grands-pères. Sabres levés, chevaux au galop, en avant. Les Allemands les virent et ne crurent pas leurs yeux. La cavalerie, la vraie cavalerie attaque. Comment est-ce possible? Où étaient les patrouilles? Où était la reconnaissance? Mais il n'y avait pas le temps de penser, il fallait tirer. Les mitrailleuses ouvrirent le feu, l'infanterie ouvrit le feu, les canons des chars ouvrirent le feu, les Cosaques tombaient, les chevaux tombaient, mais les autres galopaient plus loin à travers les cadavres, à travers le sang, à travers le feu. La distance diminuait, 200 mètres, 100. Krylov galopait en avant, sabre à la main, tonnerre volait à toute allure. Une balle passa près de l'oreille, une autre effleura l'épaule. Pas douloureux, peu importe. L'essentiel en avant. Il voyait l'infanterie allemande, comment elle courait, comment elle tirait, comment elle paniquait. Il visait un officier, celui avec les jumelles. Commandant, le tuer, et l'infanterie se dispersera. Il rattrapa l'officier. L'Allemand se retourna, tenta de tirer avec son pistolet. Raté. Krylov frappa. Le sabre entra dans le cou. L'Allemand tomba. Krylov ne s'arrêta pas. Plus loin le suivant. Et le suivant. Partout des cris, des gémissements, des coups de jeu de feu, du sang, de la fumée, le chaos.
Zaïtsev avec le 3e escadron attaqua les chars, pas de front, mais de côté. Lançait des grenades sous les chenilles. Le char s'arrêta. L'équipage tenta de sortir. Les Cosaques les taillaient aux écoutilles. Encore un char. Encore. Les tankistes allemands paniqués, ne comprenaient pas d'où venait l'ennemi. Tiraient n'importe où, touchèrent les leurs. Belov, avec le 4e escadron, couvrait le flanc, repoussa la tentative de la réserve allemande de percer, taillait, frappait, ne laissait pas se refermer. Son escadron subissait des pertes, mais tenait la ligne, ne laissait pas passer les Allemands. De Sokolov avec le 5e escadron se battait à mort. Ces Cosaques se précipitaient dans les rangs de l'infanterie, taillaient sans distinction. Les Allemands ne tenaient pas, fuyaient, jetaient leurs armes, se rendaient. Mais les Cosaques ne prenaient pas de prisonniers. Ordre de Krylov, les prisonniers plus tard. Maintenant seulement le combat. La première heure de combat se termina. La défense allemande se fissura, l'infanterie dispersée, l'artillerie capturée, les chars dans la confusion. Krylov voyait cela et donnait l'ordre. Achever, frapper, ne pas s'arrêter. La victoire est proche. Mais les pertes étaient terribles aussi. Sur 820 Cosaques, il restait moins de 600. 220 tués et blessés en 1 heure. Mais les Allemands perdaient plus, beaucoup plus. Les Saoul Gromov étaient blessés. Une balle avait traversé la cuisse. L'os n'était pas touché, mais le sang coulait. Il banda la plaie avec une ceinture, serra si fort que ses yeux s'obscurcirent de douleur, mais ne descendit pas de cheval, ne lâcha pas le sabre. Son escadron subissait des pertes. Sur 160, il restait 78. Mais il tenait dans les positions dans les tranchées allemandes, repoussait les contre-attaques, taillait tous ceux qui tentaient de reprendre les tranchées. Gromov vit comment le jeune Cosaque Petrov, 20 ans, taillait 3 Allemands d'affilée, vit comment le cheval du sotnik Voronin reçut une balle dans la poitrine, tomba, écrasa le cavalier. Voronin sortit, saisit le fusil d'un Allemand mort, continua à tirer. Vit comment le Karunji Stepanov, un tout jeune garçon, 22 ans, se jeta avec son sabre sur une mitrailleuse allemande. Il courut, tailla les mitrailleurs, reçut lui-même une rafale dans le dos, tomba, ne se releva plus. Mais l'escadron de Gromov accomplit sa mission. Les tranchées prises, l'infanterie anéantie, la voie ouverte. Il ordonna de se consolider, de s'enterrer, de tenir jusqu'au dernier. Les Cosaques occupèrent les tranchées allemandes, retournèrent les mitrailleuses, commencèrent à tirer sur leur propre position, sur ces Allemands qui tentaient de ramener des renforts. Makarov, avec le 2e escadron, captura l'artillerie, 6 canons. Les obus allemands à côté, beaucoup. Il ordonna de faire venir tous ceux qui avaient servi dans l'artillerie. On en trouva 12. Anciens artilleurs ensuite passés dans la cavalerie. Ils savaient comment charger, comment viser, comment tirer. Ils retournèrent les canons, commencèrent à frapper les chars allemands. Distance 300 mètres. Tir direct. Toucher facile. Premier tir dans le flanc du char. Perforation. Le char prit feu. L'équipage sauta. Les Cosaques les taillèrent. 2e tir. Encore un char. Encore une perforation. Les Allemands comprirent qu'on tirait avec leurs propres canons. Ils tentèrent de retourner les chars, mais l'artillerie travaillait vite. Tir, rechargement, tir. 4 chars brûlaient, 5, 6. Le commandant allemand du bataillon de chars, le major Krauss, ne croyait pas ce qui se passait. La cavalerie russe avait capturé l'artillerie, frappé ses chars avec ses propres canons. Il ordonna de contre-attaquer. 10 chars se retournèrent, allèrent vers la batterie, mais les Cosaques les attendaient. Bouteilles incendiaires, grenades. Les chars s'approchèrent à 50 mètres. Les Cosaques lancèrent les bouteilles, 3 chars s'enflammèrent, les autres s'arrêtèrent. Les équipages paniquèrent, commencèrent à reculer. Krylov voyait tout cela, voyait comment la défense allemande s'effondrait, comment l'infanterie paniquait, comment les chars s'agitaient, comment les obus explosaient. Il comprenait que le moment était critique. Maintenant, soit la percée, soit tout. Il ordonna à Zaïtsev. 3e escadron à l'attaque, cible, poste de commandement de la division. Là-bas, derrière la colline. Tu vois les antennes. Là-bas, vite. Zaïtsev se précipita en avant. Son escadron 140 cavaliers. Galope à pleine allure. L'infanterie allemande tente d'arrêter. Tire. Les Cosaques tombent. Mais l'escadron ne s'arrête pas. Perce. Zaïtsev en avant.
sabre levé, visage ensanglanté, les yeux brillent. Il crie « Pour la patrie, pour Staline, en avant, le poste de commandement allemand. 3 camions, station radio, carte, officier. » Le général Stumpf tient un combiné téléphonique, crie dedans, donne des ordres, jure, exige un rapport, mais la communication se coupe, personne ne répond. L'adjudant rapporte « Air général, la cavalerie russe a percé. Ils viennent ici. » Stumpf jette le combiné, saisit un pistolet, ordonne à la garde de tenir les positions, de tenir jusqu'à la mort. Zaïtsev fait irruption au poste de commandement. Ses Cosaques taillent la garde, les Allemands tirent. Les Cosaques tombent, mais percent. Zaïtsev voit Stumpf. Le général allemand tire avec son pistolet. Raté. Zaïtsev brandit son sabre. Stumpf esquive. Tire. Encore. Touche. La balle entre dans la poitrine de Zaïtsev. Zaïtsev tombe de cheval, mais ne lâche pas le sabre. Il rampe vers Stumpf. Le général vise. Il veut l'achever, il n'a pas le temps. Un autre Cosaque le frappe au bras avec son sabre. Stumpf laisse tomber son pistolet, crie, tombe. Le poste de commandement est capturé, les stations radio sont détruites, les cartes brûlées. Stumpf est blessé. On le traîne vers le camion. Il tente fois de l'évacuer, mais la route est découpée. Les Cosaques ont encerclé. Les officiers allemands se rendent, lèvent les mains, jettent leurs armes. Krylov a reçu le rapport. Le poste de commandement est pris, Stumpf est prisonnier, les communications de l'ennemi sont perturbées. Il a compris. La division est décapitée, maintenant les unités allemandes combattent de manière dispersée, chacune pour soi, sans coordination, sans ordre. C'est une chance. La dernière chance de les achever. Il a rassemblé les restes du régiment. 450 cavaliers, moins de la moitié. Mais c'est encore une force. Il a ordonné de se disperser en petits groupes, frapper les chars, frapper l'infanterie, frapper tous, ne pas leur laisser reprendre leurs esprits, ne pas leur laisser se regrouper, écraser, écraser, écraser. Le sotnik Makarov a mené un groupe de 30 Cosaques à l'arrière de la colonne de chars allemande. Ils ont chevauché le long de la forêt, sont sortis discrètement à l'arrière. Ils voient 20 chars arrêtés en train de se ravitailler. Les équipages fument, n'attendant pas d'attaque, Makarov a commandé doucement. Grenade, prête à mon commandement. Les Cosaques se sont approchés à 30 mètres. Makarov a levé la main, l'a baissée. Les grenades ont volé. Explosion. Les chars ont pris feu. Le carburant s'est répandu. Les flammes ont tout englouti. Les Allemands ont fui, brûlé vif, crié. Makarov n'a pas regardé, a ordonné « Repli rapide ». Karun Jebelov, avec un groupe de 20 Cosaques, a attaqué un convoi allemand. Des camions avec des obus, avec des vivres, avec des médicaments. La garde est faible, 20 hommes. Belov a frappé soudainement. La garde a été massacrée en 1 minute. Les camions ont été incendiés. Les obus explosaient l'un après l'autre. Les Allemands ont tenté d'éteindre. Belov ne les a pas laissés. Ces Cosaques tiraient sur tous ceux qui s'approchaient. Le colonel Krylov a personnellement mené l'attaque sur le dernier point de défense. Une hauteur où se tenaient 15 chars et 2 bataillons d'infanterie, la position la plus forte. Les Allemands se sont retranchés, ont résisté désespérément, ont repoussé la première attaque, la deuxième. Krylov perdait des hommes, mais ne reculait pas. Troisième attaque, il chevauchait lui-même en tête. Sabre, revolver, grenade. Il sabrait, tirait, lançait, les Allemands ont flanché, ont fui. La hauteur est surprise. L'heure de la cavalerie se poursuivait. La division allemande se désintégrait sous leurs yeux, les chars brûlaient, l'infanterie fuyait, l'artillerie se taisait. Le général Stumpf gisait blessé en captivité. Ses officiers étaient tués ou s'étaient rendus. Communication perdue. Commandement perdu. La division s'est transformée en foule, armée, mais en foule. Et les Cosaques frappaient sans pitié, sans merci. Ils se vengeaient pour les villages brûlés, pour les enfants tués, pour la terre profanée. Ils savaient Nakoto que les Allemands étaient venus pour tuer, donc il fallait les tuer en premier. Loi de la guerre cruelle, mais juste. 9 heures du matin, 2 heures de combat. La 37e division blindée de la Wehrmacht n'existait plus comme unité de combat. Formellement, elle existait encore. Les chars étaient encore là. Les soldats tiraient encore, mais il n'y avait pas de résistance organisée. Chaque bataillon de chars combattait pour lui-même.
Chaque compagnie d'infanterie s'accrochait à son bout de terre. Personne ne savait ce qui se passait à côté. Personne ne recevait d'ordre. Personne ne comprenait comment la cavalerie russe avait pu les détruire. Le major Kraus a tenté de rassembler les restes de son 2e bataillon de chars. Sur 40 chars, 18 ont survécu. Les autres brûlaient, étaient détruits, abandonnés. Les équipages ont fui ou sont morts. Kraus a contacté par radio les autres bataillons. Le premier ne répondait pas, le 3e a rapporté « Perdu la moitié des machines, nous nous replions ». Kraus a compris, il fallait partir immédiatement, avant que les Cosaques ne les achèvent complètement. Il a ordonné de percer vers l'ouest. 18 chars ont fait demi-tour, sont partis, mais n'ont pas eu le temps. De la forêt ont surgi des Cosaques, l'escadron de Belov. Ils n'ont pas attaqué les chars de front, les ont contournés par les flancs, ont jeté des grenades sous les chenilles. Le char s'arrêtait, l'équipage tentait de réparer. Les Cosaques s'approchaient, tiraient aidés par les fentes d'observation, lançaient des bouteilles avec du carburant. Le char s'enflammait. Kraus voyait son bataillon mourir. Char après char, il a ordonné à son équipage « Plein gaz en avant, écrasez tout le monde !» Son char s'est lancé sur les Cosaques. Les chenilles broyaient la terre, la mitrailleuse crépitait. Les Cosaques esquivaient. L'un est tombé sous les chenilles, le char l'a écrasé. Kraus ne ressentait rien, seulement de la rage et de la peur. Mais le char de Kraus est passé sur une mine anti-char. L'explosion a arraché la chenille. Le char s'est arrêté. Kraus a ordonné à tous de sortir, de se battre à pied. L'équipage est sorti. 5 hommes, mitraillettes, grenades. Ils se sont mis en défense, ripostaient. Les Cosaques ont encerclé, n'étaient pas pressés, attendaient. Puis un officier est arrivé, le Korunji Belov. Il a regardé les Allemands, a commandé en russe. « Rendez-vous, vous vivrez ». Kraus a compris, a secoué la tête, a crié « Non, nous sommes des soldats allemands, nous ne nous rendons pas ». Belov a haussé les épaules. « Comme vous voulez », a-t-il fait un geste de la main. Les Cosaques ont ouvert le feu. Courte rafale. Kraus et son équipage sont tombés. Belov a fait tourner son cheval et parti plus loin. Dans un autre secteur, l'infanterie allemande tentait de percer. 2 bataillons, environ 1000 hommes. Ils marchaient en formation serrée, tiraient, en marchant. Les Cosaques ne les ont pas attaqués de front. Ils sont passés par les flancs, silencieusement, les ont encerclés. Les Allemands ont compris qu'ils étaient eux pris au piège, ont tenté de percer. Sans succès. Les mitrailleuses cosaques fauchaient dans les rangs, l'artillerie tirait à mitraille. Les Allemands tombaient par dizaines. Le commandant du bataillon, le Hauptmann Weber, a ordonné de déposer les armes, de lever le drapeau blanc. Ses officiers ont protesté « On ne peut pas se rendre, c'est une honte ». Weber a crié « La honte, c'est de mourir pour rien. La guerre est finie pour nous, nous nous rendons ». Il a été le premier à lever les mains. Derrière lui, les soldats, 700 hommes. Les Cosaques les ont fait prisonniers, les ont mis en colonne, les ont poussés vers l'arrière. Les tankistes allemands sans infanterie ne pouvaient pas combattre. Un char est fort quand il y a de l'infanterie à côté. Elle couvre, reconnaît, soutient. Sans elle, le char est aveugle. Les Cosaques le savaient. Ils massacraient l'infanterie méthodiquement, cruellement, la coupaient des chars, puis achevaient les chars un par un. Certains tankistes allemands écrasaient leurs propres soldats dans la panique, par erreur, tentaient de faire demi-tour, ne voyaient pas qui était derrière. Les chenilles se broyaient les hommes, cris, craquements d'eau. Les tankistes n'entendaient rien. Ils étaient dans des boîtes d'acier, avec les écoutilles fermées, avec le grondement du moteur dans les oreilles. L'artillerie allemande ne pouvait pas tirer. Les leurs et les ennemis étaient mélangés. Où tirer, on toucherait les nôtres. Les artilleurs attendaient les ordres. Il n'y avait pas d'ordre. Le poste de commandement se taisait. La radio se taisait. Les officiers ne savaient pas quoi faire. Certaines batteries ont tourné les canons, ont tiré au hasard, touchaient les leurs plus souvent que les ennemis. Une équipe d'artillerie allemande s'est mutinée, a refusé de tirer. L'officier a ordonné. Les soldats n'ont pas obéi. L'officier a sorti son pistolet, a abattu un soldat. Les autres se sont jetés sur lui, l'ont tué, ont abandonné le canon, se sont enfuis. Les Cosaques les ont rattrapés, les ont sabrés, le chaos augmentait. La division allemande se désintégrait, chacun se sauvait soi-même.
Certains fuyaient à pied, certains en voiture, certains en char, certains se rendaient, certains se battaient jusqu'au bout, mais il n'y avait pas de résistance organisée. Le colonel Krylov parcourait le champ de bataille, regardait les résultats. Chars en flammes, dizaines, centaines de cadavres, colonnes de prisonniers, armes abandonnées, matériel détruit. C'était une victoire. Une vraie victoire totale. Son régiment de cavalerie avait détruit une division blindée. L'impossible était devenu possible. Mais il voyait aussi ses pertes. Sur 820 Cosaques, il en restait 342, 478 tués et blessés. Plus de la moitié, 1 sur 2. Les chevaux gisaient partout sur le champ, des centaines de chevaux, fidèles camarades dévoués. Ils étaient morts avec leurs cavaliers ou étaient morts en les sauvant. Et Saoul Gromov était gravement blessé. 3 balles, 1 dans la jambe, 2 dans le ventre. Il gisait sur le sol, mourait. Krylov s'est approché de lui, est descendu de cheval, s'est accroupi à côté. Gromov a ouvert les yeux, a souri. « Camarade colonel, nous les avons détruits. » Krylov a hoché la tête. « Détruit. Ivan Petrovitch. » En miettes. Gromov a toussé du sang. « Bien, alors ce n'est pas en vain. » Il a fermé les yeux, ne les a plus rouverts. Le sotnik Makarov a perdu un bras, un éclat d'obus l'a arraché au coude. Il s'est lui-même posé un garrot, a continué à commander d'une main, jusqu'à ce qu'il perde connaissance de la douleur et de la perte de sang. On l'a évacué du champ, envoyé au poste de secours médical. Il a survécu mais ne pouvait plus combattre. Le Korungi Belov a été tué. Une balle dans la tête, mort instantanée. Il a été enterré dans une fosse commune avec ses camarades. Ils gisaient tous ensemble. Cosaques, Sibériens, Russes, Ukrainiens, tous frères, tous héros. Le sous-lieutenant Sokolov a survécu sans blessure. Un miracle. Il ne comprenait pas comment. Tout autour, tous tombaient, et lui chevauchaient, sabraient, tiraient. Et aucune balle ne l'a touché. Il pleurait. De bonheur ou de chagrin, il ne savait pas lui-même. Le colonel Krylov était blessé. Un coup de sabre à l'épaule, une balle avait traversé le flanc. Commotion d'une explosion. Mais il tenait bon, a refusé l'évacuation, est resté avec le régiment, a commandé jusqu'à la fin. Le combat s'est terminé vers midi. La 37e division blindée allemande a cessé d'exister. Sur 150 chars, 43 ont survécu. Sur 5000 soldats et officiers, il en en restait 2000. Les autres tués, blessés, faits prisonniers. La division était détruite complètement, définitivement. Le régiment de cavalerie russe avait accompli sa mission, retarder l'ennemi. Pas d'une heure, d'un jour. Donner le temps aux forces principales de se retirer, de se regrouper, de préparer une nouvelle défense au prix de 478 vies. Prix terrible, mais la guerre c'est toujours un prix terrible. 19 août 1941. Le champ de bataille s'est tu, les tirs ont cessé. Seulement quelque part au loin grondait l'artillerie. Étrangère. Pas ici. Au-dessus du champ s'élevait une fumée noire des chars en flammes. Ça sentait le brûlé, la poudre, le sang. Il y avait un silence. Terrible silence après le combat. Quand tu comprends que tu as survécu, et beaucoup non. Le colonel Krylov était assis par terre, dos à un arbre. La blessure au flanc saignait, l'épaule lui faisait si mal qu'il était impossible de lever le bras. La tête bourdonnait après la commotion, mais il était vivant et tenait dans ses mains la liste des pertes. Son aide de camp, le sous-lieutenant Sokolov, l'avait établi d'une main tremblante, avec des larmes aux yeux, mort 412, blessés 226, dont gravement blessés 108, disparus 40. Total des pertes, 678 hommes sur 820. Il en restait 142, 1 sur 6. Seulement 1 sur 6 a vécu jusqu'à la fin du combat sans blessure. Krylov lisait la liste, nom de famille, prénom, patronyme. Esaoul Gromov, Ivan Petrovitch, tué. Sotnik Voronin Stepan Semyonovitch, tué. Sous-Esaoul Zaïtsev Fyodor Maximovitch, tué. Korungi Stepanov Alexei Nikolaïevitch, tué. Korungi Belov Mikhail Petrovitch, tué. La liste était longue, très longue, trop longue. Il connaissait ces hommes, avait combattu avec eux, avait mangé avec eux de la même gamelle, avait chargé avec eux à l'attaque. Il croyait en lui, le suivait. Il les a menés à la mort, et ils l'ont suivi. Sans demander pourquoi, simplement suivi, parce qu'il l'avait ordonné, parce qu'ils étaient soldats, parce que c'était la guerre.
Le sotnik Makarov sans bras gisait au poste de secours. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ont arrêté le sang, ont donné de la morphine. On dit qu'il survivrait, mais ne pourrait plus combattre. Makarov ne regrettait pas. Il disait aux infirmiers « L'essentiel, c'est qu'on les a détruits ces salauds d'Allemands. Le reste n'est pas important. » Les blessés gisaient en rangée, par terre, sur des toiles de tente, sur des capotes. Il n'y avait pas assez de médecins, pas assez de médicaments, pas assez de matériel de pansement, de tout manquait. Mais les médecins travaillaient, sauvaient ceux qu'ils pouvaient. Ceux qu'on ne pouvait plus aider, on les mettait à part. On leur donnait de l'eau, on leur tenait la main. On attendait la fin. Le sous-lieutenant Sokolov marchait parmi les blessés, demandait quoi transmettre aux proches, quoi écrire dans la lettre. Il notait les noms, les adresses, les derniers mots. Un cosaque a demandé « Écris à ma femme que je l'ai aimée, que j'ai aimé les enfants, que je suis mort pour eux, qu'elle ne pleure pas. Le soldat est mort en défendant la patrie. C'est un honneur. » Sokolov a noté, a promis de transmettre. Ils ont enterré les morts dans une fosse commune, une grande fosse au bord du champ. On plaçait les corps en rangées, on les couvrait de toiles de tente. Certains se signaient, certains se taisaient, certains pleuraient. Krylov se tenait devant la tombe, regardait. Ses hommes, ses frères, sa responsabilité. Il les a menés au combat, il a survécu, eux non. Est-ce juste? Non, mais c'est la guerre. À la guerre, il n'y a pas de justice. On a recouvert la tombe, on a planté une croix en bois, on a inscrit « Ici reposent les guerriers du régiment de cavalerie du colonel Krylov, tombés au combat le 19 août 1941. Mémoire éternelle aux héros. » Krylov a enlevé sa casquette et est resté silencieux. Puis l'a remise, s'est retourné et parti vers les siens. Les prisonniers allemands étaient nombreux, près de 2000. On les mettait en colonne sous garde. Certains étaient pillés et blessés. On leur apportait des soins. Krylov a ordonné de soigner les blessés au même titre que les leurs. La guerre, c'est la guerre, mais un ennemi blessé, ce n'est plus un ennemi. C'est simplement un blessé. Le général Stumpf était aussi parmi les prisonniers. La blessure au bras n'était pas dangereuse, mais le bras était broyé. Les médecins ont dit « il faudra amputer ». Stumpf se taisait, ne se plaignait pas, ne demandait pas grâce, était assis par terre, regardait les chars en flammes, la division détruite, la honte. Krylov s'est approché de lui, s'est arrêté, l'a regardé de haut. Stumpf a levé la tête, a croisé son regard. Krylov a demandé en allemand « Vous êtes le commandant de la division ?» Stumpf a hoché la tête. « Je l'étais. » Krylov a souri ironiquement. « Vous riez de la cavalerie russe. Vous riez. Maintenant, ce n'est plus drôle. » Stumpf a répondu « Non, ce n'est plus drôle. Je vous ai sous-estimé. C'est mon erreur, ma faute. Mes soldats l'ont payé. » Krylov a hoché la tête. Les bons mots. « Je respecte. Vous avez combattu honnêtement. Moi aussi. La guerre est finie pour vous. Vivez, souvenez-vous, racontez. Qu'ils sachent que les Russes ne se rendent pas. » Il s'est retourné et parti. Le commandement soviétique a appris les résultats du combat vers le soir. Au début, ils n'ont pas cru. Le rapport de Krylov semblait fantastique. Un régiment de cavalerie a détruit une division blindée. Impossible. Ils ont demandé confirmation. Ils ont envoyé une commission. Les officiers sont venus, ont inspecté le champ de bataille, ont compté les trophées, ont interrogé les prisonniers, se sont convaincus. La vérité. Toute la vérité. Le chef d'état-major du front, le général-lieutenant Sokolovski, a personnellement appelé Krylov. « Camarade colonel, vous avez accompli l'impossible, vous avez retardé l'ennemi, vous nous avez donné du temps, vous avez sauvé des milliers de vies, la patrie n'oubliera pas. » Krylov a répondu avec fatigue. « Camarade général, nous avons exécuté l'ordre au prix d'un sang important, trop important. » Sokolovski s'est tu, puis a dit « La guerre, c'est toujours beaucoup de sang, malheureusement, mais votre exploit n'est pas vain. Nous tenons bon, nous allons nous battre, nous vaincrons grâce à des gens comme vous. » Krylov a raccroché. Exploit, victoire, grands mots. Et sur le champ gisent 412 de ces Cosaques pour toujours. On a donné au régiment du renfort 350 hommes, jeunes, sans expérience du feu. Ils regardaient les vétérans avec vénération. C'est 142 qui avaient survécu. Ces hommes ont détruit une division allemande. Ces hommes ont combattu contre des chars. Bien, ces hommes sont des héros.
Krylov a rassemblé les nouveaux, a dit brièvement « Bienvenue dans le régiment. Ici on n'aime pas les lâches et les bavards. Ici on aime ceux qui combattent. Apprenez des anciens, écoutez les ordres, protégez vos camarades. Et souvenez-vous, nous sommes des Cosaques, et un Cosaque ne recule jamais. Le régiment a été reformé, on lui a donné de nouveaux chevaux, de nouvelles armes, on l'a envoyé au repos. Une semaine à l'arrière, traitement des blessés, récupération des forces, puis de nouveau au combat. La guerre continuait, l'ennemi avançait. Il fallait tenir bon, se battre, mourir, mais ne pas se rendre. Pas un pas en arrière. Krylov a reçu l'ordre du drapeau rouge. Le 3e, l'étoile de héros de l'Union soviétique. Promotion au grade de général-major. Il a accepté les récompenses en silence, a accroché l'étoile sur sa tunique, l'a regardée, s'est souvenu des morts. Cette étoile est la leur, pas la sienne. Il a simplement survécu et eux sont morts. Ce sont eux les héros. Lui, c'est juste un commandant qui les a menés à la mort. Mais la guerre ne laissait pas de temps pour la réflexion. Il fallait continuer à combattre. Et Krylov a combattu avec son régiment, avec ses Cosaques, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à Berlin, jusqu'à la victoire. Au quartier général du groupe d'armées centre-allemand régnait la panique. Le général Richter, chef d'état-major, regardait de la carte. La 37e division blindée était marquée d'une croix rouge, détruite, anéantie par la cavalerie russe. Il ne pouvait pas le croire, mais le rapport était officiel. Des officiers survivants de la division, des prisonniers qui ont ensuite été libérés, des renseignements. Tous confirmaient « la division est détruite ». Le maréchal Richter fit son rapport au commandant du groupe d'armées, le maréchal von Bock. Celui-ci l'écouta, resta silencieux, puis dit doucement « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Richter écarta les bras. Les Russes avaient appliqué une tactique non conventionnelle. Contourner la jonction, utiliser le terrain, agir rapidement et de manière décisive. Bock secoua la tête. La cavalerie contre les chars, c'était absurde, mais c'était un fait. Il ordonna une enquête. Comprendre, trouver les coupables, les traduire en justice. Le général Stumpf était prisonnier, mais lorsqu'il fut libéré plus tard, les Allemands le traduisirent en cour martiale. On l'accusa de négligence, de sous-estimation de l'ennemi, de perte de la division. Stumpf ne se défendit pas, reconnut sa culpabilité, accepta le verdict, dégradation, démission, déshonneur. Mais Stumpf disait à ses collègues « La faute n'est pas seulement la mienne, c'est la faute de nous tous. Nous avons sous-estimé les Russes. Nous pensions qu'ils étaient faibles, qu'ils n'avaient pas de volonté, qu'ils se rendraient facilement. Nous nous sommes trompés, le soldat russe est fort, le commandant russe est intelligent, l'esprit russe est inflexible, nous perdrons cette guerre. Je le sais, après ce combat, je l'ai compris, Hitler a pris la destruction de la 37e division. Il entra dans une rage folle, exigea que tout soit puni, exigea qu'on comprenne, exigea que la division soit reconstituée. On lui rapporta « La division a subi de telles pertes que la reconstitution prendra des mois. Il faut du nouveau matériel, de nouveaux hommes, une nouvelle formation. » Hitler ordonna que cela soit fait immédiatement, mais le temps était perdu. Le commandement allemand modifia sa tactique. Ils renforcèrent les mesures contre les attaques de cavalerie, postèrent plus de sentinelles, inspectèrent les ravins, surveillèrent les flancs, mais il était trop tard. Les Russes avaient déjà compris que les Allemands n'étaient pas invincibles. On pouvait battre les Allemands, on pouvait vaincre même avec de faibles forces, même avec des armes obsolètes, s'il y avait du courage et de l'intelligence. Le colonel Krylov, désormais général-major, continua à combattre. Son régiment participa à la défense de Moscou. Hiver 1941, le gel. Les Allemands avançaient, la cavalerie de Krylov tenait le flanc, repoussait les attaques, contre-attaquait. Encore des pertes, encore du sang, mais le front tenait. Durant l'hiver de 42, le régiment de Krylov participa à la contre-offensive. Des raids dans les arrières, la capture de localités, la destruction de garnisons allemandes. Krylov combattait comme à Krasny Yar, avec audace, détermination, impitoyablement. Son nom devint célèbre. Les Allemands le craignaient. Ils l'appelaient le général fou à cheval. Année 43, le saillant de Koursk. Le régiment de Krylov n'était plus purement de cavalerie. C'était un groupe mécanisé, chars, véhicules blindés, infanterie motorisée. Mais Krylov montait encore parfois en selle, portait toujours son sabre, croyait toujours que le cheval et le cavalier constituaient une force.
une force spéciale qui ne pouvait être remplacée par la technologie. À Koursk, il fut gravement blessé, un éclat d'obus dans la poitrine. Les médecins doutaient qu'il survive. Mais Krylov survécut obstinément contre toute prévision. 3 mois à l'hôpital, puis de nouveau au front. Commander, combattre, vaincre. Année 44, libération de la Biélorussie. Krylov commandait déjà toute une division blindée. Il était devenu tankiste, mais dans son âme, il restait cavalier. Sa tactique était celle de la cavalerie. Des raids rapides, des contournements, des frappes aux jonctions. Les Allemands n'avaient pas le temps de réagir. Sa division parcourut des centaines de kilomètres, libéra des villes, écrasa des unités allemandes. Année 45, Allemagne, Berlin. Krylov atteignit la capitale de l'ennemi, et sa division participa à l'assaut. Il dirigea personnellement l'attaque sur l'un des quartiers. Il fut légèrement blessé au bras, ne quitta pas le combat. Il se battit jusqu'à la fin, jusqu'à la capitulation, jusqu'à la victoire. Le 9 mai 1945, victoire. Krylov se tenait sur une place à Berlin, regardait les ruines, pensait au chemin parcouru. De Krasny Yar à Berlin. 4 ans de guerre, des centaines de combats, des milliers de camarades tombés. Mais la guerre était finie. L'ennemi était vaincu, la patrie était libre. Il se souvint de ce combat. Le 19 août 41, 820, Cosaques contre une division blindée. 412 morts, 142 survivants. De ces 142, 37 survécurent jusqu'à la fin de la guerre. Les autres périrent dans d'autres combats, ou moururent de leurs blessures, ou disparurent sans laisser de traces. Krylov les chercha après la guerre, les retrouva, les rencontra. Ils se souvenaient ensemble de ce combat, de ceux qui n'étaient pas revenus, buvaient à leur mémoire en silence. Il n'y avait pas de larmes. Les Cosaques ne pleurent pas, ils buvaient simplement. Ils se souvenaient, gardaient tout dans leur cœur. Après la guerre, Krylov servit encore 10 ans, enseigna à l'académie militaire, un format de jeunes officiers, parla de la guerre, de la tactique, du courage, du fait que la victoire n'est pas seulement une question de technologie, ce sont les hommes, leur volonté, leur foi, leur disposition à mourir pour la patrie. Il écrivit un livre de mémoire, l'intitula « Le régiment de cavalerie », raconta l'histoire de ces Cosaques, de ce combat près de Krasny Yar, de toute la guerre. Le livre fut publié, beaucoup le lurent, surtout les militaires, surtout les cavaliers. Bien qu'il n'y eût presque plus de cavalerie, c'était l'époque des chars, l'époque de l'aviation, l'époque des missiles, mais la mémoire du cheval et du cavalier vivait. Krylov prit sa retraite en 1955, grade de général-lieutenant, héros de l'Union soviétique, 3 ordres du drapeau rouge, 2 ordres de Lénine, ordre de Souvorov, ordre de Kutuzov, de nombreuses médailles. Mais pour lui, le plus important n'était pas les décorations, mais la mémoire de ceux qui n'étaient pas revenus, de ceux qui étaient restés sur les champs de bataille, des frères, des camarades, des héros. Il vécut tranquillement à Moscou. Un petit appartement, sa femme, les enfants avaient grandi, les petits-enfants étaient nés. Il se promenait dans le parc, s'asseyait sur un banc, nourrissait les pigeons, était un vieil homme ordinaire. Personne ne savait que ce vieil homme avait détruit une division blindée allemande, que ce vieil homme avait fait toute la guerre, que ce vieil homme était un héros. Mais une fois par an, le 19 août, il revêtait son uniforme de parade, accrochait tous ses ordres et se rendait au cimetière devant la fosse commune, là où ses Cosaques étaient enterrés. La tombe avait été transférée de Krasny Yar à Moscou, dans un cimetière militaire. On y érigea un monument, un cavalier à cheval avec un sabre. Inscription : au héros du régiment de cavalerie, tombé le 19 août 1941. Krylov se tenait devant le monument en silence, longuement, puis repartait jusqu'à l'année suivante. Ainsi, chaque année, tant qu'il put marcher. Le 23 mars 1972, Moscou, hôpital municipal. Pavel Nikolaïevitch Krylov mourait, Laïevitch. Il avait 73 ans, son cœur lâchait. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais l'âge, les blessures, les commotions cérébrales prenaient leur dû. L'organisme était usé, épuisé. Les médecins disaient aux proches « Oh, c'est une question de temps, des jours, peut-être des heures ». Krylov était allongé seul dans sa chambre. C'était son souhait. Il n'aimait pas l'agitation, il n'aimait pas la pitié. Il savait qu'il mourrait. Il l'accepta calmement.
Il avait vécu une longue vie, une bonne vie. Il avait combattu, vaincu, vu la paix, élevé des enfants. Maintenant, il pouvait partir. 11 personnes vinrent le voir, des vieillards, des vétérans, c'est même 37 survivants de son régiment. Pas tous. Certains étaient déjà morts, il en restait 11. Ils apprirent du coup que le général était à l'article de la mort, vinrent dire adieu au commandant, aux frères, à la légende. Ils entrèrent dans la chambre, se tinrent autour du lit. Krylov ouvrit les yeux, les regarda, les reconnut, sourit faiblement. « Mes frères, vous êtes venus, c'est bien. Je ne voulais pas mourir seul. » Les vieillards restèrent d'idiots silencieux. Quelqu'un essuya une larme, quelqu'un se tint au garde-à-vous. Tous se souvenaient de ce combat, de cette attaque, de ceux qui n'étaient pas revenus. L'un des vétérans, l'ancien sous-lieutenant Sokolov, maintenant colonel à la retraite, sortit une bouteille. 100 grammes du front. « Camarade général, permettez-nous de boire au régiment, aux disparus, à la victoire. » Krylov acquiesça. « Je permets. » Sokolov versa dans les verres. 11 verres, un pour Krylov. Krylov se souleva, prit le verre. Ils burent debout, en silence. Ils posèrent dans les verres. Krylov toussa, se rallongea, il parla doucement. « Mes frères, je vais bientôt partir. Je le sais, je ne le regrette pas. J'ai vécu comme je le voulais, j'ai combattu comme je le pouvais. Vous aussi, nous avons tous fait ce que nous devions. Nous avons défendu la patrie, vaincu l'ennemi. Nos camarades, ceux qui sont tombés, ne sont pas morts en vain. Ils sont morts pour une juste cause. Leur mémoire est éternelle. Souvenez-vous d'eux. Racontez-les à vos enfants, petits-enfants, qu'ils sachent, qu'ils n'oublient pas. » Les vétérans acquiescèrent. L'un dit « Camarade général, nous nous souvenons. Nous nous sommes toujours souvenus. Nous nous souviendrons toujours. Nous nous souviendrons de vous aussi. Vous nous avez menés. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez appris à être des soldats. Nous vous devons la vie. » Krylov secoua la tête. « Non, c'est vous qui devez la vie à vous-même, à votre courage, à votre foi. Je ne faisais que donner des ordres, et vous les exécutiez. Vous êtes les héros, pas moi. » Sokolov sortit une vieille photographie usée, décolorée, celle-là même du champ de bataille. 20 Cosaques se tiennent près d'un char allemand capturé. Sur le blindage à la craie, « Merci Krylov ». Cette photographie avait été prise par un correspondant de guerre après le combat. Sokolov la montra au général. « Vous souvenez-vous, camarade général ?» Krylov regarda, sourit. « Je me souviens, comme si c'était hier. Nous étions jeunes, forts, et maintenant nous sommes des vieillards. » Il demanda « Donnez-moi cette photographie, je veux l'emporter avec moi. » Sokolov la lui tendit. Krylov la prit, la pressa contre sa poitrine, la regarda, se souvint des visages, des noms, des destins. Quelques-uns de ces 20 avaient au doigt survécu jusqu'à la fin de la guerre. Certains périrent un mois plus tard, certains disparurent sans laisser de traces, mais ils étaient tous frères, ils étaient tous des héros. Krylov ferma les yeux, respira péniblement. Les vétérans comprirent que la fin était proche. Ils se mirent au garde-à-vous, saluèrent. Krylov ouvrit les yeux, les regarda, murmura « Repos, mes frères, reposez-vous, vous l'avez mérité. » Il ferma les yeux, ne les rouvrit plus. Pavel Nikolaïevitch Krylov mourut le 23 mars 1972 à l'âge de 73 ans. Les funérailles furent célébrées avec les honneurs militaires. Garde d'honneur, salve, orchestre, beaucoup de monde. Les vétérans, les militaires, les proches, tous vinrent accompagner le général. Il fut enterré au cimetière militaire, près du monument de son régiment, près de ceux qui étaient tombés en 41. Il avait demandé qu'on mette dans le cercueil cette photographie et son sabre, celui-là même avec lequel il était parti à l'attaque. Le testament fut exécuté. La photographie et le sabre reposent avec lui pour toujours. Après les funérailles, les 11 vétérans se réunirent, décidèrent qu'il fallait préserver la mémoire du régiment, du combat, de l'exploit. Ils écrivirent une lettre au ministère de la Défense, demandant l'érection d'un monument sur le lieu du combat près de Krasny Yar, là où tout s'était passé. La lettre fut examinée, approuvée, le monument fut érigé. L'inauguration eut lieu le 19 août 1974, 33 ans après le combat. Les vétérans vinrent, ceux qui le pouvaient encore, 8 personnes. Les autres étaient déjà morts. Vinrent aussi les proches des disparus. Enfants, petits-enfants, militaires, habitants locaux.
Meeting, discours, couronne. Minute de silence. Le monument représentait un cavalier à cheval grandeur nature. Sabre levé, visage déterminé. Au pied, l'inscription. Aux cavaliers qui ont détruit la 37e division blindée de la Wehrmacht le 19 août 1941. Gloire éternelle aux héros. À côté du monument furent installées des plaques commémoratives. Sur elles, les noms. 412 noms. Tous les morts, tous les tombés, tous les héros. Chaque nom gravé, chaque nom rappelé. L'histoire de ce combat entra dans les manuels. Les académies militaires l'étudient comme exemple de tactique non conventionnelle, comme exemple de courage, comme exemple que l'impossible est possible s'il y a la volonté, s'il y a la foi, s'il y a un commandant qui mène. Les documents du combat sont conservés dans les archives. Rapports, comptes rendus, témoignages. Il existe aussi des documents allemands. Ils confirment. Division détruite, pertes énormes. Responsable. Le régiment de cavalerie de Krylov, même les ennemis le reconnaissent. Le sabre de Krylov est conservé au musée. Celui qui était avec lui dans le cercueil n'a pas été pris. Mais il y en a un autre de rechange qu'il gardait chez lui. La famille le donna au musée des forces armées. Il y repose dans une vitrine. À côté, une plaque. Sabre du général-lieutenant Krylov Pavel Nikolaïevitch, héros de l'Union soviétique, commandant du régiment de cavalerie qui a détruit la division blindée allemande. Chaque année, le 19 août, des gens viennent au monument. Les vétérans tant qu'ils étaient vivants, puis leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, militaires, étudiants, écoliers, déposent des fleurs, lisent les noms, se souviennent, car la mémoire est sacrée. La mémoire est ce qui fait de nous des êtres humains. La mémoire est ce qui lie les générations. Le dernier vétéran de ce combat mourut en 2008. Il avait 94 ans. Jusqu'à la fin, il se souvenait, racontait, enseignait, disait aux jeunes « La guerre est terrible, la guerre est le sang, la guerre est la mort. Mais parfois la guerre est nécessaire. Quand l'ennemi vient sur ta terre, quand il tue ton peuple, alors il faut combattre, il faut défendre, il faut vaincre à tout prix. » L'histoire du colonel Krylov et de ses Cosaques vit dans les livres, dans les films, dans la mémoire. Elle enseigne « Ne renonce pas, ne recule pas, avance. Même s'il n'y a aucune chance, même si l'ennemi est plus fort, même si la mort est devant toi, avance. Parce que tu es un être humain, parce que tu es un guerrier, parce que tu es un défenseur. Et même s'il n'y a plus de cavalerie, même si les temps ont changé, même si les guerriers sont devenus différents, l'esprit est resté. L'esprit du cosaque, l'esprit du cavalier, l'esprit de celui qui charge à l'attaque avec un sabre nu, avec un cri dans la gorge, avec la foi dans le cœur. Cet esprit est immortel, cet esprit est éternel. Cet esprit vit tant que la mémoire vit. Mémoire des sabres, mémoire des chevaux, mémoire des héros, mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, pour le peuple, pour l'avenir. Ils sont morts, mais ils vivent dans nos cœurs, dans notre mémoire, dans notre gratitude. Gloire éternelle aux héros, mémoire éternelle aux disparus, gratitude éternelle aux défenseurs. Le 19 août 1941, jour où 800 Cosaques partirent à l'attaque contre les chars, jour où le rire se changea en terreur, jour où l'impossible devint réel, jour qui prouva le soldat russe est invincible s'il a la volonté, s'il a la foi, s'il a une patrie à défendre. Souvenez-vous de ce jour, souvenez-vous de ces hommes, souvenez-vous de leur exploit et transmettez la mémoire aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Qu'ils sachent, qu'ils se souviennent, qu'ils soient déjà fiers, car nous sommes les héritiers des héros, nous sommes les continuateurs de leur œuvre, nous sommes les gardiens de leur mémoire.